Très heureux de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH Emploi de Bismart, du lundi au vendredi en direct. Vous connaissez notre rendez-vous. Bien dans son job aujourd'hui, on va découvrir le management, oui, avec la voix et par la voix. On en parle dans quelques instants. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Quand le management devient une science, oui, une science, on en parlera avec Olivier Sibony. Il est l'invité de Mathieu Amaret. Cercle RH, on va parler de l'intérim. C'est un secteur qui a été percuté, touché de plein fouet par cette crise Covid. Il redresse la tête, ce secteur. On fera le point parce qu'on parlera aussi des CDI, des intérimaires en CDI, qui est une nouvelle formule. C'est peut-être l'espoir. On fera le point avec nos invités. Et pour terminer, fenêtre sur l'emploi. Seniors, entrepreneurs, ils ont eu une longue carrière et se lancent dans la création d'entreprises. On en parle à la fin de notre émission. Mais d'abord, le journal présenté comme chaque jour par Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Arnaud, au programme de l'actualité, le dossier Renault. Les syndicats ont rendu hier un vote négatif sur le plan d'économie. Un avis unanime, mais purement consultatif. Si les discussions se poursuivent site par site, Renault franchit une nouvelle étape dans la mise en œuvre de son plan d'économie. Annoncé fin mai, ce plan doit permettre de réduire les coûts de 2,15 milliards d'euros sur 3 ans. En jeu notamment la réduction de 4 600 postes dans l'Hexagone. Et puis on continue avec la montée historique du SMIC chez nos voisins suisses. Genève vote l'instauration du SMIC à 4 000 francs suisses, le plus élevé de la planète. Un salaire horaire minimum de 23 francs, soit 21 €, pour tous ceux qui travaillent dans la ville. Les électeurs du canton de Genève ont voté dimanche lors d'un référendum national. Le salaire minimum garanti sera donc de 4 086 francs précisément, soit environ 3 800 € par mois pour 41 heures de travail hebdomadaire. Genève n'est que le 3e canton sur 26 à l'adopter car la Suisse n'impose pas de salaire minimum au niveau national. Et pour finir, Transavia France reprend les recrutements d'hôtesses de l'air et de stewards, nous annonce PNC Contact. La filière low cost du groupe Air France KLM relance la collecte des candidatures dès le 1er octobre. Le personnel navigant de Transavia France opère sur Boeing 737-800 au départ de ses 3 bases vers l'Europe et l'ensemble du bassin méditerranéen. Une formation de 2 semaines à Paris-Orly sera fournie aux candidats sélectionnés. Voilà pour les informations d'aujourd'hui. Je vous laisse avec Arnaud Ardouin et ses invités. Bien dans son job, notre première rubrique, vous connaissez cette rubrique dans notre émission, bien dans son job, bien dans son corps, bien dans sa voix. Nous sommes avec Anne-Marie de Couvreur, merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice et présidente du groupe Media Meeting. Alors vous l'avez créé en 2004, il y a aujourd'hui 220 collaborateurs si je ne m'abuse. Et vous faites quoi comme diagnostic à cette époque? Vous dites aujourd'hui le management traditionnel, les livres, le papier, c'est pas ça. Il faut transmettre les messages. Par quoi? Par la voix, par le podcast, par la transmission audio? Alors, ce qui est tout à fait intéressant, vous l'avez noté, c'est que le monde est en train de s'oraliser. Le management s'oralise, mais le monde, de façon générale, est en train de s'oraliser. La France s'oralise. On a de plus en plus de WhatsApp audio, on a des SMS audio, on a des gens qui font leurs courses à la voix de plus en plus. Sans klaxonise. Exactement. C'est ça, c'est l'oral, c'est l'Amérique. C'est l'oral, c'est ce qu'on appelait l'audio, puisqu'on appelait le vocal et l'oral, on parle de la même chose. On est en train effectivement d'oraliser le web, d'oraliser le monde, parce que c'est probablement plus simple, plus efficace, et c'est aussi plus rapide. Vous savez, quand on écrit sur un papier, on écrit 37 mots par minute. Quand on saisit sur un clavier, on saisit 80 mots minute, et quand on verbalise, comme on est en train de le faire, on est à 200 mots minute. Donc mécaniquement, ça va multiplier par plus de 2 le volume des échanges simultanés sur le web. C'est ça l'oralisation. Je parlais des podcasts, l'idée du podcast qui est très très à la mode, qui se développe beaucoup dans les radios notamment, mais aussi en télévision, c'est-à-dire l'idée de pouvoir réécouter un nombre de fois infini un programme. Qu'est-ce que vous y mettez dans vos messages? Qu'est-ce que vous y glissez dans l'oreille des salariés, des collaborateurs? Alors, vous avez raison, le monde s'oralise, le podcast explose. On est à plus de 100 millions de podcasts téléchargés par mois. Les Français adorent le podcast. Et donc, on a grosso modo 3 types de formats. Des formats informatifs, où on délivre de l'information plutôt chaude à l'attention des salariés. Comme une radio en quelque sorte, un peu au fil de l'eau, quoi, de l'info. Oui, au fil de l'eau ou quand ça fait sens, mais de l'info chaude. Parce qu'en audio, on peut aller vite, on peut toucher les gens en mobilité, on ne se déplace pas pour faire les interviews. Donc c'est très pratique, on peut travailler de jour comme de nuit. C'est ce qu'on fait chez Media Meeting, on l'a beaucoup fait pendant le confinement. Et envoyer de l'actu chaude. Deuxième élément, on envoie des contenus
que je qualifierais d'immersifs, des reportages immersifs, des choses où on va dans le quotidien des gens, les écouter leur métier. Des tranches de vie, des portraits, et on découvre le collègue qu'on n'avait jamais rencontré auparavant. Exactement, de jolies histoires, de belles histoires. Et le troisième format qu'on travaille beaucoup, c'est le storytelling. C'est le feuilleton sonore véritablement, où on va en mettre en scène une histoire d'entreprise, une histoire de projet d'entreprise, de réussite. Donc on a ces 3 formats, informatif, immersif, narratif, qui cohabitent en fonction des objectifs stratégiques. Alors, commençons par le Covid, parce que là, vous aviez besoin de mettre de l'information chaude, c'est-à-dire comme un fil d'information. Relié au poste de radio, je pense pas. J'ai vu que vous étiez avec GRDF, qui sont beaucoup de personnes qui sont sur le terrain, dans des interventions, en voiture. C'est quoi? Ils ont un pop-up, ils ont un signal qui leur dit « Tiens, ça vient d'arriver, il y a un podcast, écoute-le ». Exactement, ils ont des applis. Media Meeting a développé une grande plateforme de podcasts privés. On a travaillé en R&D, on a investi des millions d'euros depuis des années. Donc, on a la première plateforme de podcast privé en France. Elle est entièrement sécurisée et elle est compatible avec les intranets des clients. Donc, elle rentre dans les intranets des clients en toute sécurité. Les clients partent de chez eux, arrivent chez nous. C'est totalement transparent. Et la plateforme est truffée véritablement de trackers d'audience et d'analyse des comportements d'audience des salariés. Donc, ça, c'est très intéressant. Ça permet vraiment de piloter ce qu'ils ont envie d'écouter de façon assez intuitive. C'est-à-dire que dans un temps de journée de 8 heures, de 9 heures, vous allez pouvoir suivre ce que va vivre le salarié avec son application et de dire, tiens, il a plutôt mordu, comme on dit, il s'est plutôt intéressé à l'histoire de son collègue dans le Gard, ou il a préféré prendre le fil info. Vous avez un tableau de bord précis? Effectivement, on a une web app qui nous permet, Bubblecast nous permet de mesurer l'ensemble de ces données, durée d'écoute par auditeur, comportement d'audience, les zones d'écoute également. Et on optimise véritablement les types d'interventions en fonction de ce que les salariés souhaitent, parce qu'aujourd'hui, on est en 2020, il n'est plus question d'imposer des programmes de communication interne à des managers ou à des salariés. Il faut vraiment faire ce qu'ils désirent entendre, ce qu'ils ont envie d'entendre. Et pour ça, on travaille effectivement avec nos web apps. Donc si vous découvrez un homme de GRDF tout en bleu avec un casque, ce qui est en train d'écouter un podcast qui lui est envoyé par son entreprise, donc je ris, mais ça crée quoi comme accoutumance? Parce que l'envers du décor, pour vous challenger un tout petit peu, c'est de se dire, on est déjà beaucoup sur ces applications, on est déjà beaucoup sur ton téléphone, et là c'est un élément en plus que l'entreprise propose, on est libre de l'écouter ou pas, j'imagine. C'est compliqué, parce qu'il faut quand même continuer à travailler. Oui. Alors, il faut continuer à bosser, bien sûr, et il faut que le programme soit séduisant et profondément utile. Le sens est vraiment au cœur des sujets. Vous savez, l'audio, ça se marie assez mal avec l'absence de sens. Donc, je vais vous donner un ou deux exemples, ce sera plus évocateur. Je vais donner un exemple qui est vraiment très marquant pendant le confinement. C'est la grande distribution alimentaire, Intermarché, notre client. Bien sûr. La grande distribution alimentaire doit fournir 10 millions de repas supplémentaires aux Français chaque semaine parce que les cantines sont fermées, les restaurants d'entreprise sont fermés. L'industrie n'est pas dimensionnée pour ça, la supply chain est en tension, les distributeurs sont en tension. Thierry Cotillard, PDG d'Intermarché, prend la parole auprès de tous ses adhérents propriétaires de magasins, ces 3600 propriétaires de magasins. C'est tous les dimanches soirs, c'est son podcast. Il le porte véritablement à la force de sa voix, à la force de son souffle. Il y met ses tripes. D'ailleurs, on sent son souffle court. Il y a de l'émotion, il y a... Tout ça, ça passe dans la voix. Exactement. Et il porte vraiment cette révolution, cet effort de guerre que doivent faire les mousquetaires. Tous les dimanches soirs à 19h. Et tout le monde écoute et se dit, tiens, le patron est en train de nous parler, écoute ce qu'il dit. Les propriétaires de magasins font 80% d'audience tous les dimanches soirs à 19h au moment du confinement. Un lien très fort se crée. Les informations de crise sont passées directement par lui. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les erreurs à éviter. Et dès le lendemain matin, c'est opérationnel. On a vraiment un avant et un après confinement dans cette com managériale chez Intermarché. Un lien invisible, absolument incroyable, s'est tissé entre Thierry Cotillard et ses adhérents. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que souvent dans la communication de l'ancien monde, on passe par un vecteur, un plateau de télévision, un journaliste, on va prendre contact avec une chaîne de télé. Là, on est en direct, c'est-à-dire ce qu'il aurait dit en plateau sur une grande chaîne, il a la même écoute, peut-être même plus encore. Exactement. La même attention en tout cas. Il a la même attention, il a une très très forte attention. Il le fait librement depuis chez lui. Il rentre sur nos plateformes sécurisées, tout ça est très facile et très simple. Il sort d'un cabinet ministériel, 5 minutes après il est à l'antenne. L'info la plus chaude est donnée à ses propriétaires de magasins, à ses adhérents. Parce qu'eux, ils ont besoin de savoir. Ils sont entrepreneurs qui doivent savoir ce qu'il faut faire demain matin à 6h quand les points de vente vont ouvrir. Bien sûr. Et ça, c'est leur dirigeant qui leur dit, c'est le dimanche soir, ils sont en toute intimité entre eux.
c'est vraiment des moments très très forts. D'un mot avant de nous quitter, la voix, vous l'utilisez à travers la voix de comédien, la voix de personnalité, parce que je pense qu'on écoute un podcast par la qualité d'une voix. Comment vous faites techniquement ? Alors techniquement, on a bien sûr des plateformes de très grande qualité. On a beaucoup investi chez Media Meeting. On a aujourd'hui 32 studios numériques qui sont des studios vraiment en qualité broadcast FM, qui sont au plus haut niveau de qualité. On a, pendant le confinement, désinstallé tous ces studios et on les a réinstallés en home studio chez certains de nos salariés pour pouvoir travailler 24 heures Oui, sur vous avez 24. beaucoup travaillé, vous aussi, en fait. On a beaucoup bossé, bien sûr, et on a aujourd'hui des normes de qualité qui sont exactement comme de la FM, parce qu'il n'est pas question de faire de la radio d'entreprise avec une qualité moins importante que le broadcast. On est en concurrence directe avec le broadcast. On est d'accord, hein, c'est de la radio d'entreprise, c'est-à-dire qu'en direct, par le biais des réseaux Internet, on fait de la radio. Exactement, c'est du direct ou c'est du podcast enregistré à l'avance, c'est exactement ce que l'on veut, parfois c'est les deux. C'est ce qui fait sens dans la stratégie d'entreprise à ce moment-là. Une belle histoire, parce qu'on parlait des formats rapides, informatifs, parce qu'on a besoin de savoir si les camions vont rentrer dans l'Intermarché, et dans les belles histoires que vous avez écrites. Un exemple Une autre très belle histoire, Carglass, par exemple. Carglass, nous avons une web radio qui tourne dans les ateliers Carglass du matin au soir depuis plusieurs années, qui est vraiment une radio de passion sur l'automoto, parce que ces techniciens-là, ils sont passionnés d'automoto. Et ils étaient au chômage partiel pendant toute la période du confinement, puisque Carglass a fermé ses portes, comme un grand nombre d'entreprises en France. Leur PDG a décidé, Éric Girard, leur DG, a décidé de faire une fois par semaine une émission live pour partager l'actu, aussi difficile soit-elle, avec ses équipes. Plus de 50% des gens se sont connectés à chaque émission et les gars, ils étaient chez eux en chômage partiel. Merci Anne-Marie Couvreur de nous avoir fait partager votre passion et votre voix, cette voix originale. Media Meeting, pour parler en direct et faire une manière de communiquer, de management nouveau et moderne pour le moins. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Job. La suite de nos programmes, évidemment, restez avec nous un instant. Working Progress avec Mathieu Amaré et les invités de Welcome to the Jungle. Des surprises. Working Progress avec les invités, comme chaque jour de Welcome to the Jungle. On les découvre avec Mathieu Amaré qui est avec nous. Mathieu, alors c'est une émission évidemment Smart Job où on parle beaucoup de management, avec des experts, des penseurs. Là, on a un spécialiste, j'ai presque envie de dire le spécialiste de cette question, qui a un petit peu renversé la table. Ou en tout cas, un des premiers. Vous savez, Arnaud, on a abordé la science au prisme des sciences comportementales avec une émission ici consacrée au biais cognitif dans le management. Aujourd'hui, on va prendre encore plus de hauteur et on va s'intéresser à la science en tant que telle, à la recherche aussi en la matière de management qui pourrait venir éclairer le quotidien des managers et des décideurs et peut-être leur permettre d'éviter certaines erreurs. Vous l'avez dit, un spécialiste en la matière aujourd'hui. Je suis ravi d'accueillir Olivier Sibony. Bonjour. Bonjour. Olivier, vous êtes diplômé d'HEC, vous avez passé 25 ans dans le conseil, notamment chez Publicis et McKinsey, et puis vous vous êtes un peu reconverti. Aujourd'hui, vous êtes professeur dans votre ancienne école à HEC en prise de décision et en problem solving, et vous avez surtout écrit un livre récent, en 2020, intitulé « Vous allez redécouvrir le management », où dès l'introduction, vous jetez une lumière crue sur le fossé béant qui sépare managers et chercheurs. La première question que je voulais vous poser, c'est pourquoi cette déconsidération mutuelle entre chercheurs et managers? Pourquoi la science n'arrive pas à se diluer dans le management? C'est toute la question. Et moi qui ai été un petit peu des deux côtés du fossé béant, comme vous dites, j'ai essayé d'y répondre. Et en fait, si je commence par balayer devant ma nouvelle porte, celle des profs, on est surtout préoccupé d'écrire des choses qui vont intéresser les autres profs. Quand on est prof, quand on est chercheur, on écrit dans des revues scientifiques dont vous n'avez jamais entendu parler, et moi non plus jusqu'à récemment, des articles qui vont être lus par 100 ou 200 ou 500 personnes dans le monde, mais on veut que ces 500-là disent « Ah oui, ça a fait avancer la science ». Parce qu'eux décident. Ouais. Et c'est parce qu'eux, ils ont un impact sur notre réputation, nos carrières. Donc en fait, ce qui intéresse les chercheurs sérieux, c'est ça. Et que les managers les lisent, c'est un bénéfice secondaire, mais ce n'est pas l'enjeu principal pour eux. Donc il faut bien comprendre ça. Et puis l'autre côté du malentendu, parce que pour qu'il y ait un malentendu, il faut être deux, c'est que là, si je me remets dans les chaussures du manager que j'étais il y a encore pas très longtemps, vous l'avez dit, j'étais consultant pendant longtemps, et en fait, on ne se pose pas tellement la question parce qu'on croit que le management, c'est d'abord une expérience, une pratique, un art. Ça nous vient pas à l'idée. Une intuition même, j'ai lu. Une intuition, souvent, ça nous vient pas à l'idée de nous dire, mais attendez, à ces questions, il y a des réponses scientifiques. Et le réflexe qu'on a tous quand on est face à un problème
d'économie ou de médecine. On ne se dit pas, tiens, je vais essayer des trucs, je vais voir si ça marche, ou je vais demander à quelqu'un qui est en bonne santé comment il fait pour être en bonne santé. Non, on se dit, il y a un problème scientifique, on va chercher la solution que la science a cherché, testé, approuvé. Alors, c'est pas comme ça qu'on fait en management, je suis curieux. Pour cadrer la discussion, parce que c'est un vaste sujet, il y aurait énormément à dire, je pense qu'il faudrait une émission de 2 heures pour faire le tour de la question. Quand on parle de science en management, c'est vrai que le mot étonne. Le mot étonne, une science, quel type de science? Vous dites c'est une science sociale, une science molle, et vous mettez un peu, vous tordez le cou à l'idée aussi qu'une science doit forcément être dure, 2 + 2 = 4. Et vous mettez le doigt sur une des causes du malentendu, c'est qu'en France, on a beaucoup de gens qui ont une éducation scientifique. Exactement. Et dans le dur. Dans le dur. Donc, ils ont appris à l'école que la science, c'est les sciences dures. C'est carré, ça rentre dans une boîte, quoi. Alors, quand on leur dit que l'eau bout à 100 degrés, elle bout toujours à 100 degrés. Dans votre studio, elle bout à 100 degrés. Dans votre appartement, elle bout à 100 degrés. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas à discuter. Encore que. Un peu l'altitude, éventuellement. C'est ça. En gros, les mêmes causes doivent toujours produire les mêmes effets. C'est pour ce qu'on nous a appris à l'école, pour la plupart d'entre nous, c'est qu'une science, c'est ça. Une science sociale, comme le management, c'est pas ça. C'est des régularités, c'est des probabilités, c'est des statistiques. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'un manager qui va lire ce que je raconte, ce que je résume et qu'ont découvert d'autres que moi d'ailleurs, parce que ce que je raconte dans ce livre, c'est beaucoup de travaux scientifiques qui peuvent intéresser les managers et qui ne sont pas les miens. Mais ce que va dire un manager, c'est « Tiens, ce truc-là, ça marche la plupart du temps », ça ne veut pas dire qu'il faut que je le prenne exactement comme il est et que je l'adapte. Il faut que je m'approprie. Il faut que je me l'approprie, il faut que je le change un peu. C'est ça qui fait le travail du manager. Mais juste un mot, je me permets, en préparant l'émission, parce que je me suis dit c'est intéressant, science, management, j'ai fait le même sentiment que Mathieu. Tiens, c'est très étrange. J'ai vu qu'il y avait toute une évolution en fait, du rapport au management à travers l'histoire. 45, management à l'américaine, c'est l'argent, c'est le fric, on gagne. Il y a le toyotisme, le management japonais, qui est un peu sur le même modèle, mais on y intègre un peu plus l'humain. Et puis sur ce plateau, depuis quelques mois que BeSmart existe, on a des experts qui nous disent c'est l'humain avant tout, c'est la bienveillance, faut écouter. Est-ce qu'on est vraiment dans les 3 ères, un petit peu comme les ères glaciaires quaternaires? Est-ce qu'on est en train de basculer vers une autre ère là? Voilà un très bon exemple d'une question à laquelle on peut avoir une réponse intuitive en se disant oui, c'est vrai, on est en train de changer d'air. Ouais, c'est ça, ouais. Ou bien on peut se poser la question scientifiquement. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut se dire bon, la bienveillance, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut faire une étude en se disant, tiens, je vais essayer de me comporter de manière bienveillante, je vais faire des tests, on va faire des expériences en laboratoire, et puis ensuite on va faire des expériences sur le terrain. Et on va voir. On va savoir si la bienveillance, ça marche. Mais franchement, j'en sais rien, parce que c'est pas facile non plus d'avoir accès à la recherche. Il y a sûrement des travaux là-dessus très intéressants. Compliqué à faire aussi. Je les connais pas, vous voyez. Et quand on est manager et qu'on se pose la question, c'est pas le réflexe qu'on a. On se dit tiens, la bienveillance, ça a l'air bien, je vais essayer ce truc-là. On va voir si ça. Comme un bonbon, on goûte quoi. Exactement. Ouais. Et c'est bizarre quand même. Vous seriez un architecte, vous ne direz pas tiens, je vais construire un truc, puis on va voir si ça tient. Ouais, on va voir. Non, c'est tombé. Regarder un peu la résistance des matériaux avant. Vous voyez ce que je veux dire? On l'a vu. Alors c'est 2 mondes qui sont peut-être même réconciliables, ou en tout cas tellement séparés qu'ils n'ont pas grand-chose à voir entre eux. Pourtant, vous dites qu'il n'y a pas forcément un dédain de l'autre part, de la part des managers vis-à-vis des intellectuels ou des chercheurs. On les invite, on invite des anthropologues, etc. Vous dites juste que c'est des interventions qui sont un petit peu exotiques quand même, et que par contre on prend pas la mesure en fait de l'apport que ces intellectuels ont. Moi, la question que je voulais vous poser, elle est solutionnante. Comment faire en fait pour rapprocher ces 2 mondes? Qu'est-ce qu'il faut pour la part des managers pour accueillir ce monde scientifique de la recherche, pour qu'ils puissent investir les entreprises et éclairer leur quotidien de décideurs? Peut-être qu'il faut s'intéresser un peu, il faut essayer d'écouter ce que la recherche a à dire. Il faut que la recherche fasse son travail et qu'elle essaye de dire les choses d'une manière claire et qu'elle les répète, parce que beaucoup des choses que je découvre et que je raconte dans ce livre sont en fait des choses que la recherche a découvertes il y a 20, 30, 40 ans. Je vous donne un exemple. Quand vous faites un entretien de recrutement, il y a des manières de le faire et des manières de ne pas le faire. Les manières de bien le faire sont connues depuis une bonne 50aine d'années et sont pratiquement pas pratiquées. Et elles permettent d'améliorer considérablement la qualité des gens que vous allez recruter. Par exemple, faire des entretiens structurés. On pourrait dire ce que c'est qu'un entretien structuré. C'est très enquiquinant, c'est très pénible, c'est beaucoup moins sympathique que la conversation qu'on est en train d'avoir là, mais ça permet d'augmenter les chances que vous choisissiez la bonne personne très considérablement. On le sait depuis très longtemps. Comme on le sait depuis très longtemps, les chercheurs ne travaillent plus là-dessus, ça ne les intéresse plus, ils le répètent plus. Mais sauf que c'est plus utilisé. Sauf que ça n'a jamais été utilisé. Ça n'a jamais été... très peu d'entreprises, il y a des entreprises... C'est vrai pour le management, c'est vrai pour d'autres sujets. C'est vrai pour des... On découvre que tiens, dans la Terre, il y avait la bonne petite bestiole qui allait bien, mais on s'en fichait depuis très longtemps, on la redécouvre. Et puis les chercheurs sont passés à autre chose. Les chercheurs disent, ça c'était connu depuis 50 ans, ils sont passés à autre chose, ils font des choses très intéressantes aussi, mais il y a des tas de choses dans ce que les chercheurs ont découvert il y a très longtemps qui pourraient aider beaucoup les managers et qu'on n'utilise pas. Donc c'est trop tard, vous avez donné un exemple concret
concret avec l'entretien. Vous en avez d'autres, notamment vous insistez beaucoup sur le brainstorming. Le Bon, brainstorming oral. C'est un exemple frappant parce que là, pour le coup, c'est aussi quelque chose de très ancien. Le brainstorming est inventé, je crois, en 54 ou 53, dans les années 50. Et on trouve que c'est une bonne idée, c'est sympa, on génère plus d'idées quand on parle tous en même temps. Peu de temps après, quelques années plus tard, il y a des chercheurs qui font le test, qui disent mais est-ce que c'est vrai ça, que quand on est tous dans une salle, ils veulent le tester là. Ils le testent. Ils s'aperçoivent que non, pas du tout. En fait, c'est le contraire. On génère beaucoup plus d'idées si on les génère chacun de son côté. Et on les rassemble ensuite. On les écrit Ouais. et qu'ensuite on les rassemble. D'accord. Ça prend, par rapport au temps qu'on y consacre et à l'effort qu'on y consacre, ça génère plus de temps. Ce qui, soit dit en passant, n'est pas complètement absurde, parce que quand on parle tous en même temps, ça marche pas. C'est commode de parler. Et bien personne n'en tient compte. C'est-à-dire qu'on continue tous à trouver que c'est très fun. Et c'est plus fun. Il y a un côté fun. Ce dont vous parlez, Olivier, c'est d'une méconnaissance. C'est-à-dire que les managers ne se documentent pas, puisque en fait, la recherche est là, la littérature est là. Depuis 50 ans, vous dites... vous avez aussi pas mal contribué, voire quotidiennement contribué à une newsletter qui est bien connue, qui s'appelle Time to Sign Off, où vous signez des petits billets lisibles en 30 secondes sur justement ce sujet-là, ces biais, ces erreurs qu'on pouvait éviter grâce à la science. Et dans votre introduction, dans votre livre, vous citez quelqu'un qui vous dit, un lecteur, qui vous rétorque, qui est manager et qui vous rétorque, Olivier, je suis désolé, c'est pas assez pragmatique. Parce que pour moi, il n'y a que le résultat qui compte. Et déjà, peut-être, j'ai pas le temps, et en plus, ça ne sert à rien. La philosophie du manager gagnant, vainqueur. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Ce que le manager typique répond à ça, c'est oui, mais j'ai essayé et ça n'a pas marché. Oui, mais je connais quelqu'un qui on m'a dit fait autrement et ça marche. Et en fait, c'est tout le problème de la science sociale. C'est que si vous pensez qu'une science, c'est quelque chose qui marche à tous les coups, comme une science dure, alors un seul exemple vous montre que, effectivement, c'est pas vrai, il faut chercher autre chose. Si vous êtes dans une science sociale, le fait que vous ayez essayé une fois et que ça n'ait pas marché, ça veut peut-être dire qu'il faut le faire un petit peu différemment. Ça veut peut-être dire que vous n'avez simplement pas eu de chance cette fois-là, parce qu'il y a beaucoup de facteurs qu'on ne contrôle pas dans le management. Et donc, il faut raisonner en probabilité, il faut raisonner en statistique. Même en sciences dures, si je peux me permettre. En sciences dures, il y a aussi des expériences qui ratent. Il y a aussi des expériences qui ratent pour des tas de raisons qu'on ne contrôle pas. Donc, il faut essayer de se dire, je prends un petit peu de recul par rapport à mon expérience et je me demande ce que la science a à m'apporter. On est en retard, mais Olivier, qui cherche aujourd'hui, dans votre domaine, dans cette science molle qu'est le management? Il y a des laboratoires, il y a le CNRS qui s'y penche. Il y a des tas. On va où pour... Il y a le CNRS, entre autres. Il y a des gens du CNRS qui collaborent avec HEC. Il y a dans les écoles de management partout dans le monde, dans les business schools, dans les universités, des milliers de chercheurs en management qui produisent énormément de connaissances, dont une partie importante, pas la totalité bien sûr, parce que ce n'est pas leur seul travail, mais dont une partie importante est utile aux managers. Il faut que les managers s'intéressent à ça. Les managers ont besoin d'inspiration. Quand ils invitent, vous disiez, des anthropologues ou des coachs sportifs à leur réunion, c'est pour les inspirer. Ils ont aussi besoin de connaissances dans leur métier. Ça, c'est le travail des chercheurs en management. Merci beaucoup. Merci Olivier Sibony. On rappelle le sous-titre de votre livre, 40 clés scientifiques pour prendre de meilleures décisions. Vous allez redécouvrir le management. Vous allez commettre une terrible erreur de votre livre précédent, et c'est chez Flammarion. C'est intéressant de citer les éditeurs qui s'engagent sur ces sujets. Merci. La suite de nos programmes Travailler demain, toujours Working Progress, toujours Mathieu Amaré, et on découvre un nouvel invité. Restez avec nous. Travailler demain, Mathieu Amaré. On reste, j'allais dire, un peu dans ce sujet. Alors là, on a vu la relation scientifique et manager. Là, c'est compliqué, il faut les réconcilier. Là, on avance, on fait un pas de plus dans le concret. Dans le concret, toujours avec quelqu'un qui a cofondé une plateforme qui permet de mieux manager ses équipes au quotidien, qui est avec nous sur Skype depuis Toulouse encore. Je ne le fais pas exprès, Arnaud. Non, c'est vrai, vous y êtes très attaché, je crois. Guillaume Tastet, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, très très bien. Donc je le disais, vous êtes cofondateur et CEO d'Open Decide, je le répète, une plateforme qui permet de mieux manager ses équipes au quotidien et qui a pour but de permettre aux décideurs de mieux comprendre les attentes des équipes afin d'adapter leurs pratiques de management. Avec Olivier Sibony, on a théorisé, comme d'habitude on le fait dans cette première partie d'émission, le concept de science. Vous, les questionnaires que vous avez mis en place pour justement aider votre plateforme à fonctionner, vous l'avez fait en partenariat avec le CNRS. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous est venue l'idée déjà de faire ça et quel était le constat, quelle était la valeur ajoutée de le faire avec un institut scientifique?
C'est une très bonne question, effectivement, merci. Alors, comme le disait très bien Olivier, effectivement, on a un vrai sujet d'exploitation des données et des travaux scientifiques, parce que c'est vrai que les managers pourraient lire des revues scientifiques et ça serait extrêmement long et extrêmement pénible. Donc, il y a eu un moment donné où on s'est posé la question côté OpenDecide de se dire comment on peut rendre accessible ça et exploitable, tous les travaux de recherche scientifique, et que ça soit facile à utiliser pour les managers et leurs équipes, sans forcément lire des heures la littérature scientifique. Alors, ça, c'est ce qu'on a fait, du coup, et on a intégré ça dans un questionnaire qui est facile à répondre, puisqu'il prend moins de 12 minutes à répondre par membre d'équipe. Alors, l'idée est venue tout simplement, alors c'est d'une conviction assez personnelle, celle un peu d'une crainte que le 21e siècle c'est un siècle où on va se prendre un sacré paquet de défis collectifs et qu'on sera moins un siècle où il y aura des transformations technologiques que des transformations organisationnelles. C'est-à-dire comment demain, on va devoir transformer les modes d'organisation. Et le 21e siècle, je pense que c'est vraiment un siècle vraiment où on va devoir faire face à énormément de défis collectifs, des nouveaux défis, et on va devoir y faire face collectivement. Donc le fait d'appeler de collaborer avec le CNRS, excusez-moi de dire ça, c'était aussi dans cette idée d'intelligence collective, de se dire en fait, on va pas rester dans notre monde clos, comme disait Olivier, on va essayer de garnir ce fossé béant, ou en tout cas de rapprocher les deux rives. Exactement. Et alors, le but en fait du CNRS, c'est de sortir des croyances personnelles. C'est-à-dire que tout le monde, en plus, c'est très vicieux parce que quand on parle du sujet humain, on vient beaucoup parler de choses que tout le monde expérience. Enfin, finalement, on a tous travaillé en équipe, donc tout le monde peut se dire expert. La raison, c'est que, à un moment donné, il faut regarder qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ça, les scientifiques le font. Et ça, depuis des années et des années. On a énormément, depuis les années 1940, on a énormément de données. Donc, l'enjeu ici, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur le management, sur le fonctionnement d'une équipe, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et donc, c'est là où le travail avec le chercheur est vraiment puissant, puisque ça permet de stabiliser et de s'asseoir sur des vérités, c'est-à-dire des choses qui fonctionnent. Et ça, c'est très, très puissant. Guillaume, comment ça se formalise dans votre outil si vous deviez présenter OpenDecide? Ça commence par un diagnostic, c'est ça, auprès des équipes. Ensuite, il y a des recommandations avec des questionnaires. Comment ça Est-ce que vous pouvez nous décrire l'outil? Alors, l'outil, c'est une plateforme digitale en ligne, en modèle SaaS. Chaque membre d'équipe va répondre à un questionnaire. Alors, ce questionnaire, il prend entre 8 et 12 minutes à répondre. Il va poser des questions sur le mode de fonctionnement. C'est ça. Qu'est-ce qu'on lui demande? Il y a quoi dans le questionnaire? Alors, il n'y a que des questions qui posent sur le fonctionnement de l'équipe et ce que vous ressentez dans l'équipe. Pas sur ce que vous pensez d'un tel ou d'un tel. Ça, on ne regarde pas du tout. Ce qu'on va regarder, c'est comment l'équipe fonctionne. Par exemple, est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que lorsque vous faites une erreur dans une équipe, cette erreur est retenue contre vous, par exemple? D'accord. Ouais, c'est important. Quels sont les retours de vos clients, enfin des managers qui utilisent la solution? Parce qu'on l'a vu avec Olivier, on vient à peine de le théoriser, ce fossé béant. Le livre d'Olivier, il est d'un premier instigateur. Il a été publié en 2020. Donc ça a été ce rapport d'étonnement que vous faites un petit peu aussi, de se dire qu'il faut répondre aux défis du 21e siècle. Comment il est perçu dans les entreprises? Alors, nous, aujourd'hui, nos clients, on a lancé la plateforme en 2019. Aujourd'hui, on doit avoir on a dépassé la barre des 240 équipes qui sont sur la plateforme. Donc, ça représente un peu plus de 3000 personnes analysées, membres d'équipe. On a pas mal de clients. Là, on a une très, très belle croissance. On a fait plus 5 sur cette année. Donc, c'est en train de vraiment de grossir à très grande vitesse. On travaille avec principalement des ETI et des grands groupes aujourd'hui, donc par exemple EDF, Enedis, ATR, Safran, l'armée de l'air également, dans Arteris, côté coopérative agricole. Donc on a vraiment toute typologie d'équipes, du CODIR jusqu'aux équipes qui font de la maintenance d'aéronefs de combat, en passant par de la maintenance de centrales nucléaires. Non, je t'ai plus, Guillaume. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tous ces gens-là cherchent à faire une seule chose. Unique chose, c'est plus d'autonomisation, plus de responsabilisation des équipes. Merci Guillaume, merci d'être venu sur notre plateau grâce à la magie du numérique. Guillaume Tastet, cofondateur et CEO d'OpenDecide pour justement accompagner ces managers, mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de leur tête. Merci Mathieu Amaret de nous avoir éclairé avec vos invités sur cette question du management et de la science. On fait une courte page de publicité, une courte pause et on parle de l'intérim, secteur durement touché par la crise Covid qui redresse doucement la tête et on va s'intéresser avec les chefs d'entreprise sur la manière dont ils envisagent le métier. Demain, c'est dans quelques instants, restez avec nous.
Le cercle RH avec mes invités, on s'intéresse alors aujourd'hui à un secteur un peu particulier que tout le monde connaît, qui est le secteur de l'intérim. On a tous vu ces agences dans nos rues en province, ici à Paris, directement impactées évidemment par cette crise Covid, parce que les secteurs d'activité d'où émanent les salariés, c'est souvent des secteurs qui se sont arrêtés, qui ont été en difficulté. Et aujourd'hui encore, hôtellerie, restauration, je pense évidemment à ce secteur particulier, un secteur durement touché mais qui redresse la tête, on va y revenir. Et puis il y a des propositions que fait le secteur, évidemment, sur l'arrêt des carences entre deux missions, sur l'idée qu'il faut relancer l'activité le plus vite possible. C'est peut-être un secteur dont l'État, les entreprises vont avoir besoin pour relancer leur économie. On fait le point avec mes invités et des experts, j'y tiens beaucoup. Roland Gomez, merci beaucoup. Alors, vous ne voulez pas qu'on vous dise que vous êtes président fondateur, donc vous êtes le directeur général de votre belle société qui est le groupe Proman, qui est leader français, 4e acteur européen du travail, basé à Manosque, mais évidemment, vous avez rayonné en Europe et en France avec 400 agences et c'est 2,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je sentais que vous tendiez l'oreille. Va-t-il se tromper dans le chiffre d'affaires? Bruno Langonnet, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur commercial chez Dossier Intérimaire. Alors, vous avez choisi le numérique. On en parle beaucoup sur ce plateau. Pas du présentiel et du physique, mais un travail numérique. Inscription gratuite sur une plateforme pour tous les candidats, sans exception. J'ai vu que vous tourniez vers TikTok. Pas vraiment encore, mais vous y pensez? On étudie plein de possibilités d'évolution. Ah, et Proman travaille aussi sur TikTok? Sur TikTok, oui, on a fait une campagne pour recruter. C'est ça, c'est ça. Vous êtes aussi sur TikTok. Ouais, on a essayé. Bruno Nucoudray, bonjour, merci d'être avec nous. Économiste au département analyse et prévision à l'OFCE. J'ai juste envie de vous donner à vous la parole, parce que ceux qui nous regardent ont évidemment vu à travers les chaînes d'information ce qu'on nous annonçait en mars, arrêt d'activité dans certains secteurs quasiment à 100%. On en est où aujourd'hui? On est parti d'où en mars et on est arrivé où aujourd'hui dans le secteur, je dirais presque général de l'emploi et de l'intérim en particulier? L'intérim suit beaucoup l'activité économique. Elle colle, elle est même beaucoup plus réactive. Ce qu'on a vu même dans certains secteurs, c'est au plus fort du confinement, au mois d'avril, on avait 90% de baisse du volume d'emplois intérimaires, et par exemple dans la construction, et autour de 50 à 60% dans l'industrie. Donc c'est vraiment des secteurs qui en plus sont particulièrement utilisateurs de main-d'œuvre intérimaire, qui passent beaucoup par les agences d'intérim et moins par d'autres types de contrats courts. Et on a eu, à partir du déconfinement et jusqu'au mois de juillet à août, les derniers chiffres qu'on a, c'est... Ça revenait. On a eu au global 420 000 emplois équivalents temps plein détruits en mars-avril, et on est aujourd'hui à moins 150 000 emplois par rapport à la fin d'année 2019. Donc on a récupéré à peu près 2/3 de ce qu'on a perdu, mais il reste encore un tiers, et c'est ce dernier tiers-là qui va certainement être le plus difficile. Je donne la parole aux acteurs du terrain, mais septembre, c'est vrai qu'on nous avait annoncé en juin, on s'en souvient tous, dans le déconfinement, septembre on repart, ça repart. En fait, on est en train de nous annoncer janvier, donc est-ce qu'on n'est pas en train de revivre un nouveau creux là? Alors, tout est vraiment conditionné à l'évolution des conditions sanitaires et des contraintes qui sont imposées à différents secteurs, parce que vous avez des secteurs qui sont complètement bloqués pour des raisons administratives. On voit des fermetures administratives obligatoires, et puis des secteurs qui sont aussi impactés par l'incertitude qui pèse, par exemple sur les ménages pour acheter des voitures. Aujourd'hui, on a vu depuis plusieurs trimestres un effondrement du marché automobile qui était déjà là avant le confinement, et puis qui s'est amplifié. Et donc tout ça pèse fortement sur l'activité de l'industrie automobile. On peut parler aussi de l'aéronautique, où on a eu un effondrement qui est lié évidemment au fait que l'effondrement du transport aérien se traduit par moins de commandes. Effet domino, donc de fait toutes les entreprises, jusqu'aux sous-traitants d'ailleurs. Vous deux, d'abord en tant qu'entreprise, parce qu'on va parler ensuite de votre business, évidemment, de ce que vous développez, que vous relancez plus dans ce cas. Comment vous l'avez traversé, Roland Gomez, cette crise Covid? Parce que 400 agences, c'est des collaborateurs, c'est des salariés, ce sont des équipes, ce sont des comptables, ce sont des personnes à l'accueil. Comment vous avez fait là, concrètement? Alors, on a vécu ça avec une grande brutalité, évidemment. Je confirme les propos. Coup près. Moins 75% d'activité en 3 jours.
C'est-à-dire qu'en 3 jours... Plus personne pousse la porte des agences. Exactement. Plus personne pousse la porte des agences et tous nos clients arrêtent l'émission et demandent à stopper ferme puisqu'ils replient leur voilure, ils ferment. Et puis ils commencent par l'intérim. Ben oui, tout le monde a entendu. Je commence par quoi pour alléger mon compte d'exploitation? Par arrêter les collaborateurs intérimaires, avec beaucoup de tristesse sans doute, hein, mais c'était comme ça. C'est reparti après petit à petit, mais il faut, comme vous le disiez, dans nos agences de ville qui gèrent les collaborateurs, ça n'a vraiment pas été évident. On s'est retrouvé sans activité, à soutenir les collaborateurs intérimaires par tous les moyens qui nous étaient offerts, de l'activité partielle, mais pas que, beaucoup de soutien aussi moral, d'accompagnement, d'anticiper. Il fallait rassurer toutes ces personnes, 400 000 personnes, quasiment 400 000 personnes. Femmes et hommes qui d'un coup se retrouvaient démunis. Exactement. Et tant aussi bien mes équipes de permanents qui se trouvaient en choc total en disant tiens, mais l'activité s'arrête, ça on ne l'avait jamais prévu. Et moi je vais perdre mon boulot parce qu'il y a quand même cette angoisse derrière. Alors oui, mais pas chez Proman, entreprise familiale, forte, on passe des messages forts. Nous, chez nous, on ne perdra pas son boulot. On est équipé pour passer des périodes aussi dures soient-elles. Il n'y a personne qui pourra nous guider notre politique, entre guillemets. Donc ça, c'est très important. Entreprise familiale, on a bien compris. Eh oui. Au capital familial. Eh oui, mais pour affronter ce genre d'épisode, c'est une valeur forte. Et nos collaborateurs y croient et ils ont raison d'y croire. Bruno Langonnet, on a bien entendu qu'il y avait deux profils de culture et de structure. Hein. Vous n'avez pas de présentiel, vous n'avez pas d'agence où on pousse la porte, c'est sur Internet. C'est ça. Comment vous traversez cette crise? Vous ressentez, j'imagine, le coup de ciseau que l'on fait dans les contrats et on vous appelle, on dit là c'est fini, on arrête, on n'a pas besoin de... Alors nous, on était en phase de lancement en fait, à partir du moment où le Covid est arrivé, le 16 mars il me semble. Donc on essaie de se faire connaître. Notre modèle, il est assez simple. Aujourd'hui, les intérimaires s'inscrivent, dans un cas normal, dans 4 à 5 agences. Oui, c'est ça. Donc, ils font le tour de la place, quoi. Exactement. 4 à 5 agences uniquement. Donc 75% des intérimaires s'inscrivent uniquement à 4 agences. Donc nous, on s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut augmenter ce chiffre-là et faire que l'intérimaire puisse s'inscrire partout? Donc on a proposé aux intérimaires cette plateforme. Il vient sur la plateforme, il monte son dossier, donc uniquement un CV, même si on l'incite et on l'encourage à mettre l'ensemble des pièces pour plus d'employabilité. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'il a terminé son inscription en 4-6 minutes à peu près, on lui propose toutes les agences qui sont réellement sur la place. 30, 40, 50, 60 agences. D'accord. Et donc en 4 minutes... Vous aidez en fait complètement. Roland Gomez. C'est-à-dire que vous dites, allez donc chez Proman aussi, vous avez oublié. Ça veut dire qu'en 6 minutes, l'intérimaire, et c'est les stats qu'on a maintenant depuis 6 mois, l'intérimaire s'inscrit en moyenne à 34 agences. C'est le furet pour l'assurance, c'est les structures de tourisme où on essaie de trouver le meilleur hôtel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le candidat qui s'inscrit, on ne le loue pas. On est sûr de le voir dans toutes les agences, que ce soit des petits réseaux, que ce soit des plus grands réseaux. Parce que 4 agences... Donc vous augmentez ses chances de trouver un emploi? Complètement. On est sûr de ne pas passer à côté de son talent, d'une personne qui serait maçon, qui serait pharmacien. On le voit sur le marché. Après, c'est au talent des agences, les 34 agences qui ont reçu la candidature, de faire le boulot, d'appeler la personne, de faire que le contact se passe bien, que ce soit une agence Proman ou Manpower ou peu importe. Mais Bruno Ducoudray, juste une question. On a 2 acteurs dans deux approches différentes. On vient de l'entendre, on a bien compris l'intérim. C'est vrai que quand on est un salarié en CDI ou en CDD, objectivement, on n'y pense pas, on n'en parle pas. Ça sert à quoi l'intérim? Pour poser une question d'une naïveté totale. Parce que c'est vrai qu'on a des CDD, on a des CDI, on peut avoir des CDD courts qui existent encore. Pourquoi avoir besoin de l'intérim quand on est chef d'entreprise? Alors, c'est un outil, je dirais, de gestion de la main-d'œuvre. On externalise la gestion de la main-d'œuvre par les agences d'intérim. L'entreprise, du coup, n'a plus, le salarié n'est plus dans le calcul de ses effectifs, n'est plus non plus dans le calcul de sa masse salariale, mais plutôt dans ses charges. Donc, c'est un moyen aussi de faire apparaître dans ses comptes peut-être une augmentation de la rentabilité de l'entreprise, même si le salarié... Artificiellement, il a détaché à une société qui le facture, qui le paye. Alors oui, par contre, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher parce qu'on paye un service, évidemment, à l'agence d'intérim. Et de la TVA. Et de la TVA, tout à fait. Donc, ces deux effets, finalement, se contrebalancent un petit peu. Et puis après, il y a un peu l'histoire des secteurs. Historiquement, l'industrie, le BTP ont été plus, alors historiquement depuis ces 30 dernières années, parce que l'intérim est né dans d'autres secteurs, bien au début du XXe siècle, c'était d'autres pratiques. Mais on ne disait pas intérim d'ailleurs, c'était à la tâche, c'était à la semaine. Oui, c'était du placement. Donc voilà, et aujourd'hui, historiquement, ces 30 dernières années, c'est plutôt le BTP et l'industrie, parce que les services ont d'autres, le gros secteur des services, les branches des services, c'est plutôt
du CDD, mais il y a aussi de plus en plus de l'intérim dans les services, si on regarde dans les services aux entreprises par exemple. Roland Gomez, vous vouliez répondre, puis je voulais savoir dans quel secteur ça repartait, parce que grâce à vous, aujourd'hui dans notre émission, on va savoir où globalement les entreprises font repartir, là où il y a de l'activité. Je vais me permettre de rebondir sur le rôle des agences de travail temporaire de l'intérim. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça ne sert pas que à externaliser ces RH. Aujourd'hui, l'intérim, contrairement à il y a 30 ou 40 ans, et petit à petit, c'est de mieux en mieux, on est un véritable partenaire des entreprises. Un partenaire qui permet de sélectionner, recruter et de mettre les bonnes qualifications à disposition. Pas toujours. Nos clients se servent de nous pour recruter. Nous sommes le premier vecteur d'accès à l'emploi chez l'entreprise. Vous êtes le DRH externalisé. Vous nous dites, exactement. on vous aide, on vous fait le portrait robot, vous allez le trouver. Oui. Chasseur de tête. On les forme. On les mobilise et on les fait intégrer les sociétés. Ouais, et bien évidemment, dans des cas particuliers, dans des cas d'accroissement, de remplacement, tout ça est très bien structuré. Et je crois qu'aujourd'hui, on fait vraiment partie du tissu économique auprès des entreprises de travail temporaire. On l'a vu avant la crise, on le verra encore plus à partir de maintenant. Les secteurs là, sur lesquels vous sentez qu'il y a ça bouge, que le secteur se redresse, parce qu'on a bien compris qu'il restait encore des emplois à pourvoir. Quels sont les secteurs là chez vous où vous dites c'est en train doucement de repartir, mais ça repart? Est-ce que le BTP repart? Est-ce que le transport repart? Parce qu'il y a aussi pas mal d'intérimaires dans le transport poids lourd. Ça repart ou pas? Oui, ça repart petit à petit. Ça repart petit à petit. Certains secteurs repartent plus vite que d'autres. Le BTP s'était arrêté totalement. Par exemple. Il s'est arrêté totalement. Fini. Voilà. Plus de chantier. Bruno l'a dit, plus rien. Donc il repart évidemment, mais il repart pas au même niveau que avant la crise. L'élastique revient pas au même endroit. C'est-à-dire qu'on y a un effet. Vous êtes d'accord? Il y a une reprise. Non seulement il y a une reprise. On voit que les entreprises ont des difficultés à recruter certains types de personnes, des chauffeurs, des employés du bâtiment. Et donc, ça crée une sorte d'élastique qui est très tendu, en effet, comme vous dites, parce que les gens sont là, prêts à travailler. On ne les voit pas forcément dans les différents scopes ou dans les différents canaux. Donc, nous, on facilite cette entremise. Mais aujourd'hui, ça pourrait peut-être repartir encore un peu mieux ou un peu plus vite si on avait toutes les personnes en phase avec les postes qui sont à proposer. Alors Bruno Ducoudray, c'est une question qui va intéresser évidemment Roland Gomez. Moi, j'ai entendu, évidemment, on croise des chefs d'entreprise qui disent « mais moi, je cherche parfois, je m'appuie sur l'intérim, je cherche le soudeur qui va bien. D'abord, je ne le trouve pas. Et quand la boîte d'intérim m'envoie le soudeur, globalement, il ne sait pas mettre une paire de lunettes, il ne sait pas mettre le masque, il ne sait pas mettre la baguette, pour le dire simplement. » C'est pas un proman, ça. C'est pas un proman, ça. Non, on est d'accord, celui-ci, il ne rentre pas chez vous. Ah non, celui-là, il n'est pas chez moi. C'est pas le mien. C'est pas le vôtre. Non, mais je ne citerai pas la marque. En l'occurrence, c'est pas chez vous. Il ne sait pas faire tout ça, on va le former par contre. C'est ça notre job. Ouais, je trouve qu'il y a formation initiale, un emploi sur deux n'est pas pourvu. Avec agence d'intérim, proman ou pas proman, il y a un emploi sur deux qui n'est pas pourvu. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, il y a des emplois qui ne sont pas pourvus, mais pour différentes raisons. Donc, vous avez des problèmes de qualification, de matching de main-d'œuvre. On est d'accord ? Elle est là, elle devrait être là, etc. Et puis, vous avez aussi des entreprises qui, à un moment, ont des besoins, puis finalement, qui n'en ont plus. Donc, il y a aussi l'évolution des carnets de commandes. Et puis, une entreprise qui a un marché qui n'arrive pas à trouver des emplois, si elle perd ce marché, c'est une autre qui la récupère et qui a peut-être aussi les compétences. Donc, quelque part, c'est aussi un des mauvais côtés de la gestion aujourd'hui très externalisée de la main-d'œuvre des entreprises, c'est que, étant donné qu'elles n'ont plus forcément la main sur le recrutement et qu'elles gardent moins longtemps les salariés en entreprise, elles les forment moins, elles les fidélisent pas, et finalement, à un moment où elles ont un gros contrat et elles recherchent, elles ne trouvent pas forcément. Exactement. Parce que c'est la compétition et finalement les salariés qui sont le plus recherchés vont au plus offrant, là où c'est mieux. On a vu dans les intérimaires automobiles qui ont été les premiers impactés au moment où les chaînes se sont arrêtées. Ce sont les intérimaires, avec un débat sur le mouvement d'ailleurs des salariés à l'intérieur de l'Europe, entre les salariés polonais. C'était tout un débat. Qu'est-ce que vous dites sur cette question? Parce que vous avez un rôle important à jouer. Vous dites, nous, on les forme. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui disent, moi, on m'a envoyé quelqu'un qui n'était pas compétent. Je pense en restauration, cuisine, où le niveau n'était pas là. Je pense sur des métiers industriels un peu pointus. Il n'y a pas le niveau parce que la formation initiale n'est pas bonne. Au final, il est déçu. Oui, je vais rebondir sur ce que disait Bruno. Aujourd'hui, dans les agences, et j'y étais encore hier, on a des commandes que l'on n'arrive pas à pourvoir.
On vous demande quelqu'un, vous l'avez pas. Mais pas forcément dans des qualifications très spécifiques. Donc on a aussi cette difficulté. C'est quoi, restauration, service Oui, mais manutention logistique, etc. Des choses relativement simples qui ne demandent pas de qualification et là, spécifique. Il y a pas. C'est pas l'exemple du soudeur. Alors on fait tout pour être performant là-dessus, mais ça c'est la vraie vie. Aujourd'hui c'est comme ça. Nos agences ont des postes à pourvoir, elles n'y arrivent pas. Ces métiers sont pas attractifs, sont pas trop mal payés, trop difficiles, parce que c'est quand même des métiers difficiles que vous proposez là. Sur le plan physique, par exemple. L'environnement sanitaire est pas excellent. La politique gouvernementale, sociale, entre guillemets, n'encourage pas forcément au jour d'aujourd'hui à aller. Oui, parfois, on le vit, nous, dans nos agences. Il faut savoir aussi se le dire, ça c'est vrai. Qu'est-ce qui vous gêne dans la politique sociale environnementale ? Il peut arriver que certains de nos collaborateurs intérimaires ne prennent pas la mission parce que l'écart entre ce qu'ils perçoivent au jour d'aujourd'hui sans travailler et ce que nous pouvons leur proposer dans ce salaire n'est pas suffisant. Donc, là, vous mettez les pieds dans le plat, c'est le vrai débat. Oui. Pourquoi aller me briser le dos pour 200 € de plus alors qu'effectivement j'ai des aides sociales et Alors, plein d'avancées ont été faites là-dessus. Mais aujourd'hui, c'est encore un sujet. C'est clair. Et il doit être traité d'une manière ou d'une autre. Bruno Langonnet, sur cette inadéquation entre des salariés, alors là, on vient d'entendre un nouveau sujet, parce que moi, je lançais le débat de la formation initiale. On est obligé d'aller chercher parfois de la main-d'œuvre à l'étranger, en Roumanie, dans des pays à plus bas coût. Mais là, il y a aussi le débat de pourquoi j'irais bosser sur un métier qui n'est pas valorisé, pas valorisant, alors que globalement, je peux rester chez moi. C'est ce que je viens d'entendre. C'est exact. C'est vrai que ça peut être un débat. L'autre partie du débat, c'est l'accès à l'emploi. C'est la difficulté que perçoivent certaines personnes quand ils sont peut-être en dehors de l'emploi. C'est pour ça qu'on est partenaire aujourd'hui de Pôle emploi. J'ai pas de travail, par où est-ce que je passe? Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je contacte? Comment est-ce que je fais pour être à l'heure? Comment est-ce que je mets en place mon CV? Donc Pôle emploi nous oriente les personnes qui recherchent un travail vers notre plateforme pour qu'ils s'inscrivent et pour que dans un premier temps, on essaye par l'intérim, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, et qu'à partir de ce moment-là, je sais que je vais me présenter à l'heure, un matin, on va me confier une tâche, peut-être pas une tâche très compliquée, et à partir de là, je vais reprendre goût c'est le volet de la confiance, quoi. C'est l'idée, je reprends le chemin du boulot. À la société, c'est important avec aussi. des gens qui vous considèrent, avec des gens avec qui je parle un matin. Du lien social, parce que le Covid a quand même balayé. Ça, c'est le rôle de nos agences. Nos agences de travail temporaire, et plus particulièrement Proman, c'est ça qu'on fait. On ne le met pas suffisamment en avant, mais on explique aux collaborateurs qui sont en demande d'emploi qu'est-ce que l'entreprise attend d'eux. On leur explique la culture de l'entreprise, on leur explique le devenir. On fait le job pour faire accepter, entre guillemets, ce retour à l'emploi. C'est un DRH en dehors des bureaux. Absolument. Je voulais pas qu'on se quitte, Bruno, du coup d'arrêt, c'est important sur ce fameux CDI de chantier. Il y a eu tout un débat qui était l'idée qu'en fait, on maintenait la personne dans l'emploi, elle ne repassait plus par la case Pôle emploi, et ce CDI permettait quand même de garder des collaborateurs. Vous pouvez nous l'expliquer en un mot, parce que ça impacte assez directement la question de l'intérim. Donc le CDI de chantier, ma compréhension, c'est qu'effectivement, on a... typiquement, c'est pour un peu flexibiliser ce qu'on a d'un côté, soit des CDI où vous êtes engagé à long terme, soit des CDD où vous avez une date butoir. Et puis, le contrat de chantier, il dure jusqu'à la fin du chantier. Donc, c'est pour le BTP en partie, puisque ça a été fait pour le BTP. Il y a évidemment des incertitudes sur la fin. Mais on conserve ses droits. Il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture, on conserve ses droits. Et tout ça... La question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on fait avec des contrats flexibles? Est-ce qu'on demande aux salariés de porter tout l'ajustement, toute l'incertitude? À un moment donné, il faut aussi lui donner des droits pour qu'il aille s'engager. Si on revient sur la discussion... Qu'il puisse aller voir un banquier, qu'il puisse acheter une maison. Effectivement, si on revient sur la discussion des contrats... Des postes qui ne sont pas pourvus, il faut voir aussi qu'il y a beaucoup de rotation de main-d'œuvre et que des personnes qui vont travailler dans les agences d'intérim, au bout d'un moment, veulent se poser, vont chercher un CDI. On l'entend, c'est une étape. Je fais de l'intérim, c'est une étape. C'est une étape, ça peut être de la reconversion, ça peut être de la formation, etc. Donc il y a aussi cette idée que c'est difficile, on constate que quand même c'est assez difficile pour les salariés de s'insérer durablement, rester dans le secteur de l'intérim. Et donc, il y a ce flux à gérer pour les agences d'intérim qui fait qu'il faut recruter en permanence. Mais c'est ce que dit Bruno Langonnet, c'est Pôle emploi, je fais un essai en intérim, et puis ensuite, je vais essayer de creuser mon sillon. Et tout au long de l'inscription, on guide aussi l'intérimaire. On fait exactement le même travail. C'est qu'on va mettre des notifications pour lui, on va l'encourager. Quand il arrête son canal d'inscription,
à l'avant-dernière étape, on lui adresse un mail en disant allez, encore une étape. Dans une étape, vous serez à une étape de 35 agences qui attendent votre CV. Donc on fait de l'accompagnement, on encourage, parce que certaines personnes sont loin, d'autres n'ont pas besoin de très loin du travail. Mais les nouveaux entrants, par quel biais je prends? Il y a des gens cassés, hein, c'est ce que vous dites. Il y a ça, et il y a aussi les gens qui sortent d'études, les gens qui sortent des AFPA, et tous ces gens qui sont formés. Maintenant, je cherche un job. Formés ou pas formés, si je peux me permettre, parce que quand on se déscolarise ou qu'on est en rupture scolaire, parfois on pousse la porte d'une agence en disant il faut que je trouve un job. J'ai pas de diplôme avant de rattaquer une année scolaire normale. Je précise un point, il y a des collaborateurs intérimaires qui souhaitent rester intérimaires, et ils sont nombreux. Ouais, il y en a. J'estime à peu près à la moitié chez nous. Ouais. Ils le veulent, ils maîtrisent. Les intermittents de l'intérim, quoi. Et puis, il y en a qui sont là pour qu'on leur trouve un job en CDI dans les entreprises. Et la finalité de notre métier, l'intérim, c'est pas de les garder en intérim, soyons très très clairs. En tout cas, c'est pas ce que moi je souhaite, c'est de les faire accéder à l'emploi durable chez les entreprises. Bien sûr. Ne nous trompons pas de débat, le travail temporaire est là pour aider les entreprises à recruter et à ajuster leur capacité en termes de main-d'œuvre en fonction de leur activité. Vous confirmez, j'ai lu que de votre lobby, votre fédération souhaitait qu'on arrête les carences entre les deux contrats et qu'on voulait accélérer. Ça permettrait quoi, juste? Ça, c'est la chose qui est demandée au gouvernement. Plus de carences. On est mieux payé quand on est en intérim, on a un panier supplémentaire financier à la fin. Et puis il y a une carence, on ne peut pas rattaquer tout de suite. La carence permettrait de fluidifier pendant les prochains mois et d'arrêter de se poser trop de questions, notamment aux entreprises, pour refaire venir les collaborateurs intérimaires et les garder. C'est ça. C'est une bonne petite mesure. Il faut l'acter. Je pense que ça ne peut pas faire de mal. Elle ne l'est pas encore. Et si on le fait pendant quelques mois, et on reviendra à la normale plus tard. J'avais le ministre des PME, j'utilise sa phrase depuis une semaine, il dit la lumière est au bout du tunnel, mais on ne connaît pas la longueur du tunnel. Vous êtes d'accord? On ne connaît pas la longueur du tunnel, il ne faut pas regarder la lumière, il faut avancer en attendant. Avec une lampe frontale. Voilà. C'est ça. Il n'y a pas besoin de phares très puissants pour traverser les États-Unis alors que ça fait 5000 km. Donc on éclaire devant, puis on verra ce que ça donne, quoi. D'accord, ça c'est intéressant de jouer sur la métaphore. Vous vous situez comment, vous, avec votre tableau de bord d'une entreprise qui est un des leaders français? Moi, je vais vous le dire, aujourd'hui, on est revenu au même niveau que l'année dernière à la même époque. Parce qu'on compte d'une année 2019-2020. Oui, c'est comme ça qu'on compare. Ouais. Puis on compare l'avant-crise, etc. Donc aujourd'hui, le marché est à moins 20, moins 25%. Proman est revenu au bon niveau. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? On a, comme le disait Bruno, je crois, on a de l'optimisme. Il y a deux Bruno, je vous confirme. Allez, il faut qu'on y aille. Donc ça, c'était derrière nous. Aujourd'hui, on a des demandeurs d'emploi un peu plus qu'avant. On a des budgets formation importants. On a notre savoir-faire en agence. Il faut retrouver la confiance. Il faut qu'on arrive à retrouver la confiance. Et notre métier, à côté des entreprises qui ont déjà 1001 sujets à trouver. Le premier, c'est trouver du boulot, d'avoir des commandes. Des commandes, bien sûr. Et nous, on est là pour faire en sorte de leur trouver le personnel. De leur apporter la main-d'œuvre. Voilà. Et de les mettre dans les bonnes dispositions aussi, parce qu'on a un rôle social hyper important. Vous étiez fait pour vous rencontrer, Roland Gomez, avec Bruno Langonnet. Il nous aide à recruter des collaborateurs intérimaires, mais avant tout, il aide les collaborateurs intérimaires à optimiser leurs chances de trouver un emploi. C'est ça. Et un moteur de recherche. Exactement. C'est ça. Merci de nous avoir éclairé sur l'intérim, parce qu'on en a parlé brièvement, on n'en a pas parlé profondément pour savoir le cœur de vos métiers, de vos angoisses, mais aussi vos espoirs. On vient de l'entendre. Merci à Bruno Ducoudray. Vous reviendrez nous éclairer sur... parce qu'on a toujours besoin de chiffres sur l'emploi, sur ces tableaux de bord qui évoluent énormément. Économiste au département analyse prévision OFCE. Roland Gomez, directeur général de Proman, qui est le leader français, 4e acteur européen du travail temporaire. Et c'est 400 agences en France, mais aussi en Europe, me disiez-vous. 650 dans le monde. Et voilà, dans le monde. Dans le monde. Et Bruno Langonnet, merci, directeur commercial chez Dossier Intérim, qui est en train de sortir et d'ouvrir les ailes pour prendre son envol. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est Fenêtres sur l'emploi. On termine par cette rubrique. Alors, on parle des chiffres de l'emploi souvent et du recrutement. Là, on va parler des seniors entrepreneurs. Oui, les seniors entrepreneurs, on en parle. Fenêtre sur l'emploi. Vous avez vu, j'étais en train de chercher dans mes feuilles. J'avais beaucoup de feuilles. Je suis très heureux de vous accueillir. On va parler des seniors entrepreneurs avec Kim Salmon, responsable WhatsApp Camille. C'est ça. Alors moi, je demande toujours, WhatsApp Camille, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Comment c'est né WhatsApp Camille? Ça veut dire quoi ce nom? Alors en fait, l'idée c'était de donner un peu de peps et pas avoir un nom trop commercial, entrepreneur, incubateur. On voulait vraiment quelque chose qui bouge pour des gens qui bougent. Et Camille, c'est le côté prénom intemporel qui fait autant jeune que... C'est vrai. Vieux prénom mais jeune. Voilà, et autant homme que femme. C'est vrai. Donc l'idée c'était, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de bouger, j'ai envie de changer les choses, j'y vais.
C'est pas parce que j'ai 55 ans que je peux pas changer le monde, bien au contraire. C'est ça que j'aime beaucoup dans votre message, à la fois jeune par le titre de votre start-up. Il y a 563... c'est une association. Association, c'est très important. Oui, bien sûr, c'est pas le même esprit, ou en tout cas la même finalité. 563 000 actifs âgés de plus de 50 ans sont au chômage en 2009, c'était les chiffres de l'INSEE. Ce sont eux à qui vous vous adressez, vous leur dites, mais vous pouvez encore donner à la société. C'est ça, et même pour les retraités, il y en a beaucoup en fait qui ont des petites passions et qui se lancent sans aide, sans rien. Et donc l'idée, c'est de leur dire, on va vous accompagner dans cette démarche, on va vous accompagner à créer votre emploi, même pendant votre retraite, et potentiellement créer d'autres emplois. Créer d'autres emplois. Comment ça se passe? Ils poussent votre porte, ils s'assoient, ils disent, moi, j'ai un talent, je ne sais pas, j'étais ingénieur informatique, j'étais pépiniériste, un des meilleurs dans ma région. Moi, je m'ennuie, j'ai envie de développer, c'est ça? Et vous les prenez par la main, vous les accompagnez? C'est ça, mais alors totalement. C'est... plus que ça, on les appelle. Il y a un gros problème d'estime de soi. Bien sûr. On travaille autant sur la posture de l'entrepreneur que comment on gère une entreprise au quotidien. Excusez-moi, d'ailleurs, quand il pousse la porte, il n'est pas encore entrepreneur. Il a en germe l'idée qu'il veut donner quelque chose. En fait, à mes yeux, à partir du moment où vous avez une idée, vous êtes entrepreneur. Oui, bien sûr, c'est vrai. Et donc vous leur dites, vous êtes entrepreneur, ça y est, vous l'êtes. Voilà, mais c'est très important pour l'estime de soi. Bien sûr, ce mot. Voilà, de dire, je suis entrepreneur, je veux changer les choses, je veux créer mon emploi, c'est important. Et je vais me bouger pour ça. À partir du moment où vous avez l'idée, il faut y aller et il ne faut pas les lâcher en fait. Mais parce qu'en fait, je vois réagir, ça vous plaît ça, cette idée? Oui, ça me plaît bien. Ce qui me plaît, c'est le discours. Qu'on soit intérimaire, qu'on soit senior, on est à la recherche d'un emploi, on a un projet, il faut croire en soi. Pour croire en soi, il faut qu'il y ait des gens qui nous accompagnent. Et qui vous écoutent. Qui vous écoutent. L'association de Kim ou Proman, c'est ça les collaborateurs. On vous écoute. Assieds-toi, on va parler, puis on va t'aider à trouver. Moi, on aura des choses à dire parce que on a une société de portage salarial qui fait travailler beaucoup de seniors. C'est-à-dire que quand ils ont trouvé le client, nous les portons et nous les accompagnons dans la relation avec le client. Le temps passe trop vite, Kim. Je veux être mon boss. Donc une fois que vous leur avez dit qu'il pouvait incarner cette fonction d'entrepreneur, vous les accompagnez pendant 3 mois pour qu'ils puissent la créer, cette entreprise. C'est ça. Alors en fait, il y a des formations avec des spécialistes dans le domaine. Ils ont des rendez-vous avec des experts. Donc 1 heure en tête-à-tête où ils peuvent poser... C'est un coaching, c'est un accompagnement. C'est ça. Et ils ont un mentor aussi. Génial. Qui est aussi un entrepreneur. Et l'idée, c'est de faire de l'intergénérationnel, d'où l'idée de Camille. Donc ça peut être quelqu'un qui a moins de 30 ans, mais qui a déjà fait son premier million ou qui a l'habitude en fait d'interagir avec des entrepreneurs et qui l'accompagne dans cette démarche. Et il les booste. Et il les booste. On met des coups de pied dans les fesses. Coups de pied dans les fesses, oui, ça on me l'a dit chez WhatsApp Camille, ça rigole pas. Juste avant de nous quitter, votre réussite, vos résultats, c'est quoi? Sur la population qui a poussé la porte, combien ont créé leur entreprise? En fait, on lance l'incubateur. Vous la lancez là? Et on commence là lundi. Alors, vous avez combien de candidats là? Là, on a 5 beaux projets. À cause du Covid, on est obligé de faire un petit comité. Mais l'idée, en fait, ce serait que ça devienne un projet national et qu'on ait, en fait, dans toutes les régions, un WhatsApp Camille. WhatsApp Camille, vous êtes basé où pour qu'on fasse un peu de publicité? À Paris, et on est accompagné par BNP Paribas. On a des locaux chez eux. Voilà, formidable. Donc incubateur, venez pousser la porte de WhatsApp Camille, il y a un site internet, inscrivez-vous parce que vous avez un projet et vous serez accompagné, sélectionné, encouragé, parce qu'il y a quand même la notion de confiance et d'encouragement à tout projet et à toute initiative. Merci Kim Salmon, j'adore le dire, WhatsApp Camille, voilà cet incubateur associatif à destination des seniors entrepreneurs. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous messieurs de m'avoir accompagné jusqu'au bout. C'est la fin de l'émission, on est très en retard, je vais me faire tirer les oreilles par Fanny Griesmer. Merci à l'équipe technique, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures et surtout de nouvelles rencontres avec de nouveaux invités pour parler emploi et ressources humaines. D'ici là, portez-vous bien, je serai là. À demain.